Bonjour, nous sommes le vendredi 24 février 2017 et ça signifie que dans 4 jours, le 28 février, il y aura 10 ans exactement que je tiens ce blog. Alors, vendredi prochain, on aura dépassé l'anniversaire, donc je vais en parler un peu aujourd'hui. Je parlerai un peu moins de l'actualité immédiate, je parlerai peut-être davantage de moi-même que les autres fois, mais voilà, c'est ça le but, c'est ça l'objectif, c'est ça que je veux précisément faire aujourd'hui. De moi et de vous, bien entendu, puisque que serais-je sans vous si vous n'écoutiez pas, si vous ne regardiez pas mes vidéos, si vous n'achetiez pas mes livres, si vous ne veniez pas faire des commentaires ici, si vous ne vous étiez pas porté volontaire pour faire des billets. Et vous le savez, il y a une dizaine, une douzaine de contributeurs réguliers à ce blog. Alors la formule des blogs est en perte de vitesse depuis pas mal d'années. Il y avait un organisme qui faisait un hit parade des blogs et il a arrêté son activité en 2015 quand les gens se sont moins intéressés à cela, quand les gens sont essentiellement ont découvert la presse classique en ligne et que la qualité de ce que cette presse faisait s'est améliorée. Au début du blog, on proposait ici une information euh, qu'on trouvait nulle part ailleurs sur la finance et sur l'économie. Il y avait des bourdes extraordinaires qui étaient faites par la presse financière en France. Vous vous souvenez peut-être cet incident en 2000. C'était en 2000, tout au début de l'année 2018, si je m'en souvenir, quand la presse française a attribué un événement franco-français la conséquence d'un changement majeur dans les règles comptables aux États-Unis qui avait fait bondir les bourses de 5%. À l'époque, la presse française a relier ça à un incident mineur qui s'était passé en France. La qualité de l'information était très mauvaise. C'est une des choses voilà, que le blog de Paul Jurian et quelques autres a réussi à cette époque-là, c'est à faire améliorer la qualité de l'information financière en France, qui sinon planait complètement par rapport à ce qui se faisait par ailleurs. Alors ça, c'est une bonne chose. Vous pouvez lire voilà, dans les journaux, dans la Tribune, dans les Échos, dans Le Monde, dans quelques endroits, autres endroits, en Belgique, dans l'Écho, Trends, Tendance, voilà, vous pouvez lire des choses de bonne qualité à la hauteur de ce qui se fait dans le reste du monde. Voilà, donc ça c'est déjà une chose. Alors j'ai effectivement publié sur ces événements pas mal de bouquins durant la première année, en 2007 jusqu'en novembre. Eh bien, j'étais véritablement au front, puisque j'étais dans le service de gestion du risque, le département de gestion du risque. J'étais j'étais un, deux, trois, j'étais au troisième niveau, ce qui était quand même pas mal pour une grosse boîte comme celle-là, dans le département de gestion du risque. J'avais un patron au-dessus de moi qui, lui, rendait directement compte au patron du département dans lequel on était. Il m'arrivait que le patron lui-même peut me parler directement, bien entendu. Alors, pendant la première année, ben voilà, j'étais à Countrywide, qui était le grand responsable de la crise des subprimes. J'étais dans le département de gestion du risque et donc l'information que je vous donnais, c'était vraiment de l'information en direct. J'ai été viré dans la première grande charrette, la grande charrette de 30% du personnel. En fait, le reste, c'était les caretakers, c'était les gens qu'on conservait pendant un certain temps encore pour les expédier les affaires courantes. Et je suis resté encore jusqu'en mai 2009 aux États-Unis. Bon, j'étais chômeur, j'écrivais des bouquins que vous avez pu lire. Vous avez pu lire l'implosion en 2008, vous avez pu lire la crise en 2008 également, qui étaient vraiment des mises en forme de mes billets
qui succédait au livre où j'avais annoncé la crise des subprimes, qui est apparu quelques semaines avant que je décide de faire un blog, La crise du capitalisme américain, qui lui était terminé d'être écrit en 2005. Alors il y a eu tous ces livres où j'ai parlé de la crise, qui ont été publiés par Fayard. Et le dernier dans cette série, eh bien, il paraîtra le premier, c'est-à-dire dans quelques jours. Se débarrasser du capitalisme est une question de survie. C'est l'ensemble de mes chroniques parues dans Le Monde et par la suite également dans l'Écho en Belgique et anciennement Écho de la Bourse et dans la revue du milieu des affaires Trends et Tendances. Là, ce seront les chroniques, pas toutes, 80 sur une centaine, commentées avec une introduction générale et une introduction à chacun des chapitres sur des thèmes particuliers. Et c'est un peu je dirais, le couronnement de ce que j'ai pu faire avec l'implosion, la crise. Ensuite, il y a eu l'argent mode d'emploi sur le blog. C'était en 2008, alors qu'il se passait quand même pas mal d'autres choses. Quand on a décidé de se débarrasser une fois pour toutes du mythe qui circule toujours, vous le savez, puisqu'on en parle en particulier dans ce film qui a eu beaucoup de succès qui s'appelle Demain, le mythe des banques commerciales qui créent de l'argent de toutes pièces ex nihilo. Bon, c'est une chose dont il fallait se débarrasser. Je n'ai pas simplement dit pourquoi ça ne marchait pas dans l'argent mode d'emploi. J'ai expliqué pourquoi il y a des gens qui y croient. J'ai expliqué l'historique de cette histoire. Je suis revenu d'ailleurs sur l'historique de cette histoire à propos de Keynes dans mon bouquin paru chez Odile Jacob sur Penser tout l'économie avait avec Keynes, parce que ça a déçu un grand nombre de personnes, le fait que de manière très passagère, il a cru lui-même à cette histoire de banque qui créait de l'argent. Et puis, heureusement, au moment où il écrit son grand ouvrage, sa théorie générale sur l'emploi, l'intérêt et la monnaie, il s'est débarrassé heureusement de cette histoire embarrassante. Il ne dit rien d'ailleurs, parce s'il avait parlé, il aurait dû expliquer pourquoi il a cru un moment à ce bobard. Et il aurait attiré l'attention sur le fait qu'il y a une époque où il ne comprenait pas comment fonctionnait une banque, ce qui évidemment aurait été gênant. Alors par la suite, il y a eu le capitalisme à l'agonie, qui était là. Bon, c'était un petit peu une interprétation de tout ce qui s'était passé après la crise, et une réflexion sur comment reconstruire une science économique, puisque là, ça c'est un autre thème évidemment, c'est que je ne suis pas économiste, et si j'ai pu vous expliquer tout ça, comment ça marchait la finance et l'économie, c'est en grande partie en ignorant entièrement comment fonctionnait ça selon les livres de sciences économiques. Alors j'ai parlé de ça dans Le capitalisme à l'agonie, j'en ai parlé aussi dans Misère de la pensée économique, qui est apparu quelques années plus tard. Et puis voilà, ça a été un sujet aussi également discuté avec Bruno Coleman dans le livre Penser à nouveau l'économie, je ne me souviens pas toujours du titre de tous mes bouquins, Repenser l'économie. Enfin bon, donc voilà, une série de livres consacrés à la finance. J'ai fait allusion au fait que j'ai voulu consacrer un livre à Keynes, à proprement parler. Et ma conviction au départ, c'était que ayant baigné pendant pas mal d'années, quand même pendant une dizaine d'années, d'abord comme étudiant des arts et puis comme jeune professeur à Cambridge, où j'ai rencontré des gens de sa famille, j'ai l'occasion, de manière un peu hebdomadaire, sinon quotidienne, de côtoyer sa nièce, et de voir des gens qui sont des gens de sa famille éloignés par alliance, etc., comme des collègues, et des gens que je voyais, et surtout baignant dans ce milieu. Dans lequel j'ai l'impression que c'est une question d'immersion. Si on n'a pas passé un certain nombre d'années, peut-être pas 10, enfin moi dans mon cas c'est 10, à Oxford ou Cambridge, il y a des choses qu'on ne comprend pas sur l'Angleterre et sur la manière dont on pense là-bas. Et donc Keynes, c'était quelqu'un dont
spectre hantait les couloirs que j'ai fréquentés pendant une dizaine d'années, mais ça m'a donné envie de le lire. Non pas que je ne l'ai pas lu avant, mais de le lire entièrement. Bon, je n'ai pas tout lu, toute sa correspondance. Il y a 30 volumes quand même. Mais enfin, sur ces 30 volumes, j'ai quand même lu bien plus que la moitié. Voilà, pour écrire un livre. Alors, ce livre, on en parle très très peu. On en parle très peu. Pourquoi? Parce que, bon, il y a des gens qui sont des anti-keynésiens, et la pensée dominante, vous le savez, c'est la pensée ultralibérale, et elle est contre Keynes. Donc, ces gens-là, a priori, n'aiment pas qu'on parle de Keynes. Et puis en fait, les gens qui ont parlé de Keynes en ont parlé de manière extrêmement différente du portrait qu'on voit chez moi. Il y a une personne, c'est un monsieur qui s'appelle Jeff Tiley, que je cite d'ailleurs abondamment dans mon livre. Non, il y a un second, c'est Hyman Minsky, qui n'a pas parlé, s'il a écrit un livre sur Keynes, en fait, il n'a pas parlé je dirais, de manière approfondie. Hyman Minsky, c'est quelqu'un qui comprenait Keynes, qui a compris ce que Keynes disait et qui l'appliquait à sa manière, et donc c'est un vrai keynésien. C'est pas un post-keynésien, c'est pas un keynésien entre guillemets, c'est un vrai keynésien. Hyman Minsky, il est mort dans les années 90. Jeff Tiley, c'est un contemporain, et il a fait un livre sur, voilà, pour faire sauter un peu tous les mythes autour de Keynes, mais il y a un aspect tout particulier qui l'intéresse, c'est les taux d'intérêt bas. Bon, moi j'ai voulu parler de Keynes de manière beaucoup plus compréhensive, comme on dit en anglais, de manière beaucoup plus complète. Je parle aussi de la manière dont il voyait, imaginer ce qu'était la bibliothèque idéale et des choses comme ça. Je suis allé voir l'homme sous tous ses aspects, ses relations avec les milieux des arts, ses relations compliquées avec ses amis, etc. On en parle aussi du livre. Mais évidemment, je m'intéresse là aussi des taux d'intérêt. Et surtout, ce que j'ai voulu faire, c'est appliquer ce qui est peut-être une contribution originale à moi, qu'on trouve dans le livre Le Prix. C'est une réflexion qui repart de zéro, mais pas tout à fait de zéro, puisqu'elle repart d'Aristote sur la manière de comprendre comment se forment des prix, et du coup comment se forment également des taux d'intérêt. Et ça, c'est un bouquin que j'ai pu publier relativement récemment, en 2010, mais qui était dans mes tiroirs depuis très très longtemps, que j'arrivais pas à vendre. C'était, voilà, une interprétation. Pourquoi? Parce que c'était tellement hérétique, voilà, de dire les économistes après Marx, n'ont rien compris à la formation des prix. Donc moi, je vous expliquais ça en tant qu'anthropologue spécialisé en anthropologie économique, et ça passait pas. C'est resté longtemps à plusieurs endroits où on me disait qu'on allait le publier, et puis on l'a pas fait. Voilà, je ne vais pas dire des noms parce que ce serait pas gentil. Pour certaines personnes, voilà, une autre manière de comprendre comment se forme un prix, comment se forme un taux. J'ai bénéficié évidemment pour comprendre tout ça, pas seulement du fait d'avoir été anthropologue, mais aussi bien entendu d'avoir travaillé 18 ans dans la finance, et pas dans une agence. J'ai rien contre les gens qui travaillent dans les agences, dans les banques, mais je veux dire, quand je travaillais dans une banque, c'était au siège, c'était là où ça carburait, où on essayait de comprendre les choses, où on essayait de faire avancer le schmilblick, ou comme dans le cas de Countrywide, où on essaie de gérer la catastrophe. Mais sinon, bon, j'ai eu la chance de travailler aux endroits stratégiques à l'intérieur des banques où j'ai travaillé, j'ai même travaillé dans un hedge fund qui était quand même, malgré toutes les bizarreries de son patron, était quand même à la pointe de ce qu'on pouvait faire. Et voilà, si j'ai pu utiliser un modèle proie-prédateur pour expliquer comment le prix de demain allait se faire sur un certain nombre de marchés, bah c'est grâce quand même à ce hedge fund en particulier. Je veux dire, un truc assez bizarre quand même, hein, ça s'appelait Frontier, à Houston, Texas. Enfin voilà, bon, j'ai eu la chance quand même énorme en finance de me trouver aux endroits où on faisait des choses, où on inventait le trading à haute fréquence, où on a inventé un système absolument pionnier pour que les gens puissent en 10 secondes savoir s'ils allaient recevoir un prêt à partir de l'information qu'ils entraient. En 10 secondes, bon, on nous présente maintenant ça comme une révolution, mais on a fait ça, c'était il y a 17 ans, voilà.
même un peu avant, non, c'était il y a 19 ans. Voilà, donc c'était quand même pas mal. Je vous ai raconté tout ça au fil, voilà, au fil des années. Alors, ce livre, Le Prix, lui, bon, je vous ai dit, il était déjà écrit, il attendait simplement d'être publié. Il y en a un autre qui a été publié en 2009. Voilà, c'est celui qui a été publié chez Gallimard, Comment la vérité et la réalité furent inventées. Et ce livre-là, il était terminé. Je l'ai terminé quand j'étais invité. J'ai pu passer pratiquement un an par l'Université de Californie à Irvine, en Californie du Sud, et pendant à peu près un an, j'ai pu travailler à terminer ce bouquin que j'avais, voilà, qui a quand même pris au moins une quinzaine d'années à être écrit. Et bon, l'histoire de ces notions de vérité et réalité dans notre culture, et avec un peu de réflexion quand même, surtout sur d'autres cultures, les cultures qu'on appelle sauvages ou primitives entre guillemets, et la culture chinoise. D'où viennent ces idées? Qu'est-ce que ça veut dire dans le monde d'aujourd'hui, la vérité et la réalité? Et ça m'a permis en particulier de réfléchir au rôle des mathématiques dans notre monde, les mathématiques en tant que représentation, en tant que modélisation, en tant qu'outil appliqué, etc. Voilà, c'est un livre dont je suis assez fier quand même. Voilà, c'est un regard qu'on trouve, à ma connaissance, bon, comme d'habitude dans mes livres, qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors il faut évidemment le temps que ce soit lu, compris, qu'on en parle. Pour le moment, on parle un peu, c'est sympathique, d'un livre que j'ai écrit. Celui-là, en 1989, c'était bien avant le blog, qui s'appelle Principe des systèmes intelligents. Ça parlait du projet de l'intelligence artificielle que je développais à l'époque pour les British Telecom, enfin c'est ce qu'on imaginait en réalité pour l'armée britannique. Voilà. Et l'intelligence artificielle, en 2017, elle commence à s'intéresser à l'aspect voilà, qui était central à mon programme. Pourquoi? Ben parce que mon programme, mais au lieu d'aller puiser dans les bouquins de mathématiques très profondes, bon, je lisais quand même, mais par acquis de conscience et pour pouvoir avoir des conversations avec les collègues et de logique formelle du 14e degré, je plaisante, je suis allé le trouver dans la psychanalyse. Et bien évidemment, la psychanalyse, c'est la représentation d'un être humain agi de manière inconsciente, essentiellement, par une dynamique d'affect associée à des traces en mémoire. Et voilà, et tout à coup, maintenant, voilà, ça commence à intéresser véritablement l'intelligence artificielle. Et on est 11 plus 17, on est 28 ans plus tard. Alors j'espère que des livres comme Le Prix, Comment la vérité et la réalité furent inventées, qu'au moins 28 ans plus tard, on commencera à s'intéresser à ce que ça dit, puisque c'est quand même un regard assez neuf sur ces questions-là. Alors, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ben oui, là aussi, un petit bouquin un peu pionnier, puisque ça sort en 2011. En 2011, c'est La guerre civile numérique. Et ça, c'est une demande qui m'est faite par l'éditeur textuel. Il se passe quelque chose. Vous avez parlé de M. Assange, vous avez parlé de M. Greenwald, quoi, dans les années voilà, 2009-2010. Qu'est-ce que c'est exactement, etc. Et là, bon, on a fait un petit bouquin voilà, qui est probablement en français, en tout cas, un des tout premiers où on parle de ces choses. Ça ne parle pas de M. Snowden parce qu'on ne parlait pas encore de lui, mais ça parle de tout ça, de la manière dont on mène la guerre aujourd'hui, qu'il y a une guerre civile numérique entre les populations et leurs dirigeants, et qu'il y a à l'échelle mondiale, il y a bien entendu une guerre civile numérique. L'épisode le plus récent, ce sont les hackings durant la campagne électorale aux États-Unis. Alors, encore deux choses. Bon, je suis passé, après avoir parlé d'une crise que j'avais vue venir, qui était celle des subprimes, j'ai voulu parler d'une autre, et là, donc ça c'est l'objet de... Le dernier qui s'en va éteint la lumière, qui est, bon, jusqu'ici, mon livre qui s'est le mieux vendu, et qui continue à se vendre, et qui sort en livre de poche dans 3-4 jours. Et celui que j'écris en ce moment, Qui étions-nous, étant la réflexion à des questions comme la colonisation des étoiles, le transhumanisme, et le temps qui nous reste pour refaire en vitesse ces choses-là avant que notre planète soit inhabitable. Alors c'est un thème voilà, qui intéresse. Est-ce que
Avant de passer à la suite, je veux dire un mot voilà, de la collaboration avec Maclès, La survie de l'espèce. C'est un livre qui est important, là, c'est un livre important, voilà. Et, et qui va avoir une descendance. Je touche du bois, mais c'est un livre qui va avoir une descendance et je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Voilà, juste voilà, dit vite fait. Alors, la réflexion sur le monde, le monde qui est en difficulté, bon là c'est au centre de ma réflexion en ce moment. Alors, est-ce que je suis arrivé à convaincre qui que ce soit de quelque chose, à part vous, mes amis, qui regardez ça, mais je veux dire au niveau des décisions qui sont prises. Alors, un petit mot là-dessus, ben, on m'écoute, ça c'était une bonne surprise, on a commencé à m'écouter tout de suite, dès que je suis rentré en 2009, ben, j'étais dans les studios assez rapidement, poser des questions. En 2009 aussi, on m'a invité quand même au Parlement européen, c'était la première fois, on m'a fait revenir de temps à autre. Vous avez vu, j'y suis encore allé récemment, en octobre dernier, je ne sais plus quoi, peut-être en décembre. On discute là, voilà, les idées passent un petit peu. On m'a fait venir plusieurs fois faire des dépositions au Sénat français sur différentes questions, comme les paradis fiscaux, la responsabilité de la crise. J'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé dans une commission en Belgique où on parlait de l'avenir du secteur financier en Belgique. Bon, c'était un très grand honneur. J'ai eu l'occasion de rencontrer là les gens qui dirigent véritablement la finance, la finance en Belgique. J'ai eu la chance de connaître ce monsieur Luc Koen qui a été gouverneur de la Banque centrale belge, la Banque nationale de Belgique, et j'ai eu la chance de me disputer avec lui, monsieur très ultralibéral. Nous nous sommes battus pied à pied dans cette commission sur les choses qu'on allait dire. Et c'est, voilà, pour un autodidacte comme moi en économie et en finance, c'est un très grand honneur d'avoir pu me battre comme ça avec une personne de premier plan qui conseille la Banque centrale européenne, qui a fait plein de choses. Quand M. de la Rosière, qui lui était à la tête du Fonds monétaire international, du Trésor en France, et que sais-je encore, me dit vous avez raison. Là, je le rencontre, ben, ça fait plaisir, ça fait qu'effectivement, il y a eu une reconnaissance. Et la reconnaissance peut-être c'est là-dessus que je vais terminer, la plus sérieuse, c'est le fait qu'on parle de ma taxe Robout. Alors cette taxe Robout, si j'ai bon souvenir, j'en ai parlé pour la première fois, la taxe Sismondi, j'en ai parlé première fois dans Misère de la pensée économique qui est sortie en 2013, je crois. Et puis, ce qui a attiré peut-être l'attention encore davantage des gens, c'est quand j'en ai fait l'objet d'une chronique dans le Monde. J'ai fait allusion au fait qu'on en parlait dans le petit livre qui allait sortir, mon débat avec Coleman. Je fais allusion au fait que je l'avais déjà appelé taxe Sismondi. Et là, bon, ben, ça a apparu dans le Monde, donc ça a été vu, ça a été retenu. Et voilà, Monsieur Hamon m'a fait l'honneur de reprendre cette idée-là. Et il me fait le plaisir ces jours-ci que quand on lui pose des questions là-dessus, ben, il dit au reporter, consulter M. Jorion sur cette affaire. Et bon, il a des choses à en dire, heureusement lui-même aussi, mais il a l'amabilité pour des compléments d'information, de demander aux journalistes d'en parler. Alors voilà. Est-ce que c'est la seule chose qu'on aura retenue? Ma campagne dès le début, en 2007, pour qu'on revienne à une interdiction de la spéculation. On peut bien parler de choses relatives à un violon parce qu'il n'y a absolument personne qui parle de ça, comme si on ne savait pas ce que c'était la spéculation, comme si personne ne savait que c'était un truc qui plombe absolument nos économies, mais apparemment, je crois que c'est lié au fait que chacun se dit de son côté qu'il est peut-être un petit spéculateur lui-même, personne ne veut parler de ça, il faudra quand même qu'on y revienne si on veut avoir une économie qui marche, ou alors on met en place un système qui l'empêche. Voilà, si on invente une chambre de compensation au niveau européen, au niveau mondial, du type de ce que Keynes proposait, eh bien on aura automatiquement, bien sûr, une manière de mettre la spéculation entre guillemets. Voilà.
J'ai parlé aussi d'une constitution pour l'économie tout au départ. Là aussi, voilà, ça n'a pas beaucoup eu d'impact. Maintenant, quand on parle de revenu universel, je préfère parler moins de gratuité pour l'indispensable. Voilà. Euh, Ces idées prennent évidemment du temps. C'est une bonne chose qu'au bout de 10 ans, je ne sois pas obligé de faire un bilan entièrement négatif en disant que personne ne m'a jamais écouté et que, mais vous ne me regarderiez pas dans ce cas-là, et que tous ensemble ici, et la première fois c'était vraiment quand on a fait ce bouquin euh, L'argent mode d'emploi. Je n'ai pas fait ça tout seul. On s'y est mis. Il y a eu Jean-Pierre Voyer, il y a eu Julien Alexandre ici. Il y a pas mal de monde qui se sont joints à cette réflexion sur comment ça marche véritablement quand une banque prête de l'argent, qu'est-ce qui se passe en réalité. Et on a mis ça à plat. C'était vraiment un effort collectif. Et je retombais hier parce que je regardais les gens qu'on rattache au mouvement du MOS, parce qu'on me posait une question là-dessus, que Jean-Pierre Voyer est mentionné, et non seulement que cela, mais que dans sa rubrique, son entrée dans Wikipédia, on mentionne le fait qu'il ait participé sur le blog de Paul Jorian à cette réflexion sur comment ça marche vraiment la finance et le crédit. Alors voilà. Bilan pas négatif, il y a encore plein de projets dans le pipeline, comme on dit, il y a encore plein de choses qui se préparent et des choses dont je ne peux pas vous parler parce que tous les obstacles ne sont pas encore sautés, mais voilà, mais c'est pas fini. Il y a encore du pain sur la planche. Et voilà. S'il n'en reste qu'un, ce sera nous. Mais nous sommes déjà 500 et en n'arrivant pas, nous serons encore beaucoup plus nombreux. Vous êtes là, vous êtes tiraillés comme nous ici sur le blog, sur ce qu'il faut faire exactement durant la campagne électorale. Mais hier, j'ai été surpris. Je termine vraiment là-dessus parce que je ne sais pas depuis combien de temps je parle, mais ça commence à être long. J'ai rencontré deux personnes dans des cadres tout à fait différents. Voilà, je suis sorti de chez moi ou bien on est venu me voir et je parlais avec des gens et qui avaient des opinions vraiment très très différentes et qui ont dit, bah quand même, je vais voter Hamon parce que cette idée de revenu universel, c'est une bonne idée et ça nous permettrait de souffler. Voilà. Alors, dans les détails. À mon avis, c'est pas la meilleure approche, mais c'est bon que l'idée s'installe. Parce que ce que moi je propose, à la limite, c'est pas moins bien que Revenu universel. Ce que je propose, c'est quelque chose de plus ambitieux encore. Quand Piketty parle d'une implémentation, d'une mise en application du revenu universel, il montre que ce serait, voilà, qu'il faudrait tenir compte de certaines choses qui existent déjà, qu'il faudrait remodeler ceci, intégrer ça dans le cadre, qu'il ne suffit pas de donner 800 € de plus à des gens qui, par la taxation, vont leur reprendre 850, etc., etc. Même chose pour la taxe robot. Et je remercie en particulier Pierre Sarton du Jonché d'avoir planché l'autre jour sur comment est-ce qu'on pourrait faire une application pratique de la taxe robot, parce qu'il y a déjà un système en place et voilà, il faut intégrer ça là-dedans. Allez, maintenant j'arrête, voilà, je ne sais pas combien de temps j'ai causé, mais un bilan sur 10 ans, ça mérite un peu plus de temps que la petite vidéo de chaque semaine. Enfin, j'espère que vous regarderez ça. Vous avez l'amabilité, allez, alors j'ajoute encore quelque chose, vous avez l'amabilité de regarder un truc qui a duré 1 heure, c'est mon intervention au Cube sur les questions de qui étions-nous, le dernier qui éteint la lumière, collapsologie, etc. Vous avez l'amabilité de regarder ça très nombreux, c'est bien parce que ça prend 1 heure, ça demande un certain temps de le faire. Merci, allez, à bientôt.